Humilié publiquement par ma propre sœur lors d'une réception de 240 convives. J'ai tout plaqué à 19 ans. Sans laisser de traces. Un an après, elle a enfin découvert ma nouvelle vie. Et son mépris s'est changé en une onde profonde. J'ai 19 ans. Et cette histoire commence le jour de l'obtention de mon diplôme de fin d'études secondaires. Ce qui aurait dû être l'un des jours les plus fiers de ma vie. Au lieu de cela, c'est devenu le moment où tout a basculé. En grandissant, je n'étais pas le genre d'enfant à causer des problèmes. Je n'étais pas trop bruyant, ni en quête d'attention. Je faisais mes devoirs, je gardais ma chambre propre, j'évitais les conflits. Et j'aidais même maman à la maison, sans qu'on me le demande. Mais, je n'ai jamais pu vraiment éclipser Lily. Elle a 3 ans de moins que moi, mais tout le monde la traite comme le joyau de la famille. Des notes parfaites? J'en avais aussi. Quand Lily ramenait les siennes à la maison, papa les publiait sur Facebook, avec le message. Notre future doctoresse. Quand je faisais la même chose, il hochait simplement la tête. Et me demandait si je voulais aider à porter les courses. Et, il ne s'agissait pas seulement des notes. Elle était le centre de l'attention lors de chaque réunion de famille, de chaque fête. Et de chaque anniversaire. Moi, je recevais une poignée de main, et une carte cadeau. Elle avait droit à une fête à thème, des vêtements assortis. Et un diaporama préparé par papa lui-même. J'ai appris très tôt, à ne pas trop en attendre. Pour être honnête, pendant un certain temps, je m'en accommodais très bien. Je me rassurais en me disant que ce n'était pas une compétition. Je n'avais pas besoin de tous ces extras. Je préparais silencieusement mon avenir. Mais, quand le moment est venu d'être honoré pour une chose pour laquelle je m'étais tant battu. L'obtention de mon diplôme, tout s'est effondré. La cérémonie était correcte, mais rien d'extraordinaire. J'ai traversé la scène, j'ai reçu mon diplôme, j'ai serré des mains, et j'ai souri pour la photo. Ce qui a causé ma douleur, c'est ce qui s'est passé par la suite. L'école avait aménagé un petit espace à l'extérieur, avec des tables et des tentes. Pour que les familles puissent se rassembler, prendre des photos, et s'échanger des fleurs. Je scrutais la foule à la recherche de mes parents, quand je les ai remarqués près du fond. Derrière un arbre. Lily portait une robe d'été toute neuve, et tenait ce qui semblait être un téléphone flambant neuf. Quand je me suis approché, la première chose que papa a dite n'a pas été « Félicitations ». Ni « Nous sommes fiers de toi ». Il m'a fusillé du regard, et a dit, le voilà, monsieur potentiel gâché en personne. Puis, il a ri. Maman a ri, elle aussi. Lily a ri le plus fort, en rejetant ses cheveux en arrière. Comme si c'était la meilleure chose qu'elle ait jamais entendue. J'ai souri. Que pouvais-je faire d'autre? Je me suis convaincu que c'était une blague, malgré le fait que mon estomac se nouait. Ils m'ont tendu un petit sac cadeau tout fin, venant d'un magasin à $1. À l'intérieur, il y avait une paire de lunettes de soleil bon marché, et une carte qui disait « Ne laisse pas l'avenir t'aveugler ». C'était tout. Il n'y avait pas de réservation pour le dîner, pas de discours, et aucune mention de la bourse d'études que j'avais obtenue. Pendant ce temps, une élégante voiture noire était garée derrière eux. Surmontée d'un grand nœud rouge. Une Toyota Corolla, flambant neuve. Je l'ai fixée une seconde de trop, ce que Lily a remarqué. Elle rayonnait. C'est pour moi, s'est-elle exclamée. En serrant les clés comme si elle avait décroché le gros lot. Pour quand j'aurai mon permis cet été. N'est-ce pas parfait? Maman et papa ont dit que c'était parce que j'avais été très responsable. A-t-elle expliqué. Et puisque, tu sais, j'ai de vrais objectifs. J'ai dégluti difficilement. De vrais objectifs. Par exemple, ma bourse pour étudier l'ingénierie environnementale ne comptait pas. Comme si le travail que je faisais presque à temps plein, pour aider à payer mes livres, n'avait pas d'importance. Les nuits blanches, les cours de niveau avancé, et les concours scientifiques ne suffisaient pas. Le pire, c'était que personne ne remarquait la moue sur mon visage. Ou s'ils l'ont remarqué, ils ne s'en sont pas souciés. Papa m'a tapé dans le dos, et a dit, prenons une photo rapide.
d'accord? Faisons comme si nous étions fiers. Nous avons pris 4 photos. Ensuite, ils ont commencé à remballer leurs affaires, en prétendant vouloir éviter les embouteillages. Je suis resté là, serrant le sac avec les lunettes de soleil. À les regarder marcher vers la voiture, comme si j'étais un lointain cousin. Plutôt que leur propre fils. Pas de repas, pas de réunion de famille, rien du tout. Seulement le bruit du moteur qui démarrait, et la voix de Lily qui poussait des cris de joie. Depuis le siège passager. Je ne les ai pas accompagnés à la maison. À la place, j'ai marché jusqu'à la gare. J'ai utilisé la carte d'urgence que j'avais cachée dans mon portefeuille. Celle que ma tante Maggie Carter m'avait donnée il y a 18 mois. Juste au cas où les choses tourneraient trop mal. J'ai acheté un billet non remboursable, sans dire à personne où j'allais. Je suis simplement resté assis là, à regarder les lumières défiler par la fenêtre. En serrant le sac avec ses stupides lunettes de soleil. Comme si c'était la seule chose qui me maintenait en un seul morceau, tout au long de cette journée. 6 jours plus tard, j'ai reçu un SMS de ma tante Maggie Carter. Il était court, ta mère n'arrête pas de pleurer. Elle pensait que tu allais t'en remettre. M'en remettre. Des années passées à être traité comme si je ne comptais pas, pourraient être facilement oubliées. Tout comme cette blague sur mon potentiel gâché, le jour le plus important de ma vie. Était censée être inoffensive. Comme si c'était moi qui réagissais de manière excessive. C'est à ce moment-là que quelque chose, à l'intérieur de moi, a fait un déclic. Ça ne s'est pas brisé, ça a fait un déclic. C'était plus silencieux que la colère, et plus profond que le chagrin. C'était la conscience constante et glaciale, que les choses n'allaient pas changer. Pas pour moi. Jamais. Si je voulais que les choses changent, je devrais être celui qui les ferait bouger. Et pas seulement partir et disparaître. Je devais créer quelque chose qu'ils ne pourraient pas ignorer. Quelque chose qu'ils ne pourraient pas rejeter, ni s'approprier. Je ne savais pas encore à quoi cela ressemblerait. Mais, assis dans la chambre d'amis de ma tante, entouré de calme et d'un étrange sentiment de liberté, j'ai commencé à formuler des plans. Car s'ils croyaient que j'allais m'en remettre, ils n'avaient aucune idée de ce dont j'étais vraiment capable. Quand je suis arrivé chez ma tante Maggie Carter, elle n'a pas posé beaucoup de questions. Elle m'a simplement serré chaleureusement dans ses bras, et m'a conduit à la chambre d'amis. En disant, repose-toi. Nous discuterons quand tu seras prêt. Il y avait là une compréhension silencieuse. Je n'y étais pas habitué. Mes parents disaient souvent des choses comme, nous t'avons donné un toit. Et tout ce que nous faisons, c'est pour ton avenir. Mais, cela semblait toujours conditionnel, comme un amour avec un bilan comptable. Tante Maggie Carter n'a exigé aucune explication. Je n'ai même pas défait mes bagages la deuxième nuit. Je me suis simplement glissé dans le lit, portant toujours ma robe de diplômé. Et j'ai regardé le ventilateur de plafond pendant des heures. En espérant ressentir autre chose qu'un vide immense. Au cours des jours suivants, je me suis progressivement acclimaté. Maggie me servait le petit déjeuner le matin. Me laissait utiliser son bureau pour envoyer des emails à mon contact pour la bourse. Et m'a même conduit sur un campus universitaire local. Pour visiter les dortoirs et parler avec quelqu'un des logements étudiants. Ce n'était pas mon école de premier choix, mais après ce qui s'était passé à la remise des diplômes. Retourner dans mon ancienne ville, et dans ma maison, pour faire comme si de rien n'était. Était hors de question. Elle ne posait pas trop de questions, mais elle sentait qu'il y avait bien plus dans cette histoire que ce que j'en avais dit. Le 7e soir, nous nous sommes assis sur son porche, pour boire du thé. Et là, je lui ai finalement tout raconté. Pas seulement le moment de la remise des diplômes, mais ces années à être le frère invisible. Les piques discrètes, et la façon dont papa acclamait bruyamment son existence. Tout en rejetant mes succès comme de simples tâches que je devais accomplir de toute façon. Les silences étranges, lors des dîners de famille. La fois où ils ont oublié de venir me chercher après un voyage scolaire. Et ne s'en sont rendus compte que lorsque le professeur a appelé. Lily empruntait toujours de l'argent dans ma chambre, et n'était jamais réprimandée.
Elle a encastré la vieille voiture de maman dans une boîte aux lettres. Et j'ai fini par être puni pour avoir été une mauvaise influence. Maggie Carter ne m'a pas interrompu une seule fois, tout au long de notre conversation, qui a duré près de 90 minutes. Quand je me suis enfin arrêté, elle a soupiré lentement, et a dit, « Ethan, je te crois. Et j'en suis désolé. » C'était inhabituel d'être cru, de voir quelqu'un me regarder et me dire, sans aucune hésitation, « Tu as été maltraité. » Cette nuit-là, j'ai passé ma meilleure nuit de sommeil depuis des mois. Mais la paix n'a pas duré longtemps. 10 jours après mon départ, maman a appelé. Je n'ai pas répondu. Puis, les SMS ont suivi. Un de papa, il est temps d'arrêter de te comporter comme une victime, et de rentrer à la maison. Un de Lily. Tout le monde commente à quel point tu es dramatique. Tu as embarrassé mère devant son club de lecture. Et un autre de maman. Ta sœur traverse beaucoup d'épreuves en ce moment. N'ajoute pas à l'attention. Ce dernier message m'a interpellé. Lily traversait beaucoup d'épreuves. Elle avait une voiture flambant neuve, une fête en son honneur pour ma propre remise de diplôme. Et une grande foule qui l'applaudissait pour n'avoir rien fait. Mais c'était elle qui était stressée. J'ai mis la conversation en sourdine. Quelques jours plus tard, Maggie Carter a reçu un appel. C'était maman. Elle voulait savoir si j'étais toujours là, si j'allais bien, et si j'étais sorti de ma déprime. Maggie Carter ne lui a pas donné beaucoup de détails. Elle a simplement déclaré que j'étais en sécurité, et que je réfléchissais à ma situation. Cependant, après avoir raccroché, elle s'est tournée vers moi et a déclaré. Ils n'appellent pas parce que tu leur manques. Ils appellent parce qu'ils perdent le contrôle. Cette remarque est restée gravée en moi. J'ai passé les 6 semaines suivantes à me préparer pour l'université. Maggie Carter m'a recommandé un programme d'admission tardive que j'ai utilisé pour m'assurer un logement. J'ai trouvé un emploi, travaillant le soir dans une quincaillerie en centre-ville. J'ai même commencé à suivre un cours en ligne très tôt, pour prendre de l'avance. Pour la première fois, je prenais mes propres décisions. Il n'y avait pas besoin d'approbation, ni de commentaires sarcastiques. C'était fantastique, j'avais l'impression de pouvoir enfin respirer. Puis est arrivé le mariage. La meilleure amie de Lily, une influenceuse du nom de Sloan Parker, se mariait en août. Lily était demoiselle d'honneur. Évidemment, ma famille était invitée. Maggie Carter a également reçu une invitation, très probablement par courtoisie. Moi, je n'en ai pas eu au début. Puis, 3 semaines avant le mariage, maman a de nouveau contacté Maggie Carter. Et a laissé un message vocal. Lily voulait que je sois là. Je sais que les choses ont été tendues, a-t-elle expliqué. Cependant, c'est un événement familial. Lily veut inclure. Passons tous à autre chose. Maggie Carter m'a fait écouter le message, sans faire de commentaires. Au début, j'ai refusé. C'était un non catégorique. Mais ensuite, j'ai repensé à la rapidité avec laquelle il tentait de mettre les choses sous le tapis. Étant donné que personne ne s'était excusé, on s'attendait simplement à ce que j'oublie. J'étais intrigué de voir l'effet que ça ferait, et comment j'apparaîtrais dans leur monde. Alors, j'ai dit à Maggie Carter que j'irais juste pour voir. Le mariage se déroulait dans un vignoble, à un peu moins de 3 heures de notre ville natale. La famille de Sloan avait de l'argent. L'événement tout entier était absurdement excessif. Des tentes blanches, des chaises dorées, une harpiste en direct, la totale. Je suis arrivé dans mon costume bleu marine uni, et j'ai trouvé mes parents debout. Près de la tente de réception, un verre à la main. Lily n'était pas encore dans les parages. Maman m'a repéré en premier. Elle a souri. Trop vite, et d'un sourire trop large. Voilà mon jeune diplômé, a-t-elle murmuré, en m'attirant vers elle pour une étreinte. Ça semblait mis en scène. Papa a hoché la tête. Regardez qui a décidé de se pointer. Tu t'es bien arrangé, c'est bien. C'était comme s'il lisait un scénario, comme si rien ne s'était passé. Aucune mention du train, aucune mention du silence, simplement un
bienvenue à nouveau dans notre histoire, fiston. Heureusement, la cérémonie a été rapide. Plus tard, pendant la réception, j'ai été placé à une table avec des cousins éloignés, que je connaissais à peine. Lily est passée une fois, dans sa robe de demoiselle d'honneur, et m'a jeté un regard qui disait « Tu as de la chance d'être ici ». Puis, les discours ont commencé. La demoiselle d'honneur est intervenue en premier, suivie par les parents de Sloan. Ensuite, Lily s'est levée. Apparemment, on lui avait aussi demandé de prendre la parole. Elle a tapoté le microphone, et m'a regardé droit dans les yeux. « Je veux simplement exprimer, » a-t-elle poursuivi, d'une voix mielleuse et douce, « à quel point je suis reconnaissante pour ma famille, pour mes parents qui me soutiennent. Et pour mon frère Ethan, qui m'a tant appris sur ce qu'il ne faut pas faire. » La foule a ri, encore et encore. Elle a continué à parler. Quelque chose sur le fait de voir quelqu'un faire des erreurs, et d'en tirer des leçons. Sur le fait d'être consciente de la chance qu'elle avait. De ne pas gâcher les opportunités qui s'offraient à elle. Je n'ai pas entendu le reste. Je fixais la nappe, en essayant d'empêcher mes mains de trembler. Maggie Carter était assise 2 tables plus loin. J'ai attiré son attention. Elle était indignée, mais je lui ai seulement adressé un sourire figé. Je voulais voir jusqu'où cela pouvait aller. Après le souper, j'ai aperçu Lily près du bar. « Vraiment ?» ai-je demandé doucement. Elle a penché la tête. « Quoi ? » C'était une blague. « C'est une blague ?» ai-je répété. « Au mariage de ton ami, devant 240 invités ?» Elle a haussé les épaules. « Tu as été très théâtral récemment. J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'un peu d'humilité. » Quelque chose en moi s'est brisé, mais ce n'était pas de la rage. Pas encore. C'était le même déclic que j'avais ressenti après l'obtention de mon diplôme. Après ce changement glacial et cette révélation, j'ai compris qu'elle ne me considérait même plus comme un être humain. Je suis parti sans dire au revoir. Le lendemain, j'ai bloqué son numéro. J'ai aussi bloqué maman et papa. Je ne voulais pas d'une autre série de « Elle ne le pensait pas » ou « C'était une blague ». J'en avais fini de faire semblant, mais pas eux. 4 jours plus tard, Maggie Carter a reçu une lettre manuscrite de ma mère, qui contenait 4 pages de remords, de faux fuyants, et de menaces à peine voilées. On ne tourne pas le dos à sa famille. Lily subit une énorme pression. Tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Nous ne t'avons pas élevé pour que tu sois si dur. Si cruel. Il m'avait ignoré, s'était moqué de moi, m'avait utilisé comme un accessoire, et maintenant. C'était moi qui étais méchant. Maggie Carter m'a observé lire la lettre, en silence. Quand je l'ai pliée et mise de côté, elle a demandé « Ça va ?» J'ai hoché la tête. Ouais, en fait, ouais. Parce que quelque chose avait changé. Le discours du mariage, la lettre, tout le reste. Il ne s'agissait plus simplement d'un manque de respect. C'était une trahison, publique, intime, et intentionnelle. Et s'il voulait me pousser hors de l'histoire familiale, c'était d'accord. Mais, j'avais l'intention de réécrire l'histoire moi-même. Et quand j'aurais terminé, il ne pourrait plus jamais dire que je n'étais qu'un gâchis de talent. Après avoir lu la lettre de maman, je n'ai rien dit pendant un moment. Je suis juste resté assis là, le papier encore chaud entre mes mains. Et ces mots résonnaient dans mon esprit, comme quelqu'un qui crierait dans un couloir. Maggie Carter ne m'a pas bousculé. Elle m'a simplement versé une autre tasse de thé. Et est retournée lire son livre de l'autre côté de la table de la cuisine, me laissant de l'espace. Comme elle le faisait toujours. Je ne savais pas trop quoi ressentir. De la colère ? Je l'avais déjà éprouvé, une blessure qui s'était estompée. Pour devenir quelque chose de plus froid. Je crois que ce que j'ai ressenti cette nuit-là, s'apparentait au néant. Pas le genre de vide spectaculaire et rempli de larmes, mais plutôt un sentiment calme. Celui d'en avoir fini avec eux, d'en avoir fini d'essayer. Et d'en avoir fini d'espérer qu'un jour ils reconnaîtraient leurs actes. Pour m'offrir quelque chose qui ressemblerait à de véritables excuses. Je le savais au plus profond de moi.
Il n'allait pas changer. Cette nuit-là, j'ai enfin défait le sac de sport que j'avais apporté de la maison. Tout ce que je possédais tenait dans 2 tiroirs du placard. Quelques chemises, mon ordinateur portable, quelques livres. Et de vieux carnets remplis d'idées inachevées, d'applications que je voulais créer. De concepts de produits, et de petites idées d'invention, que je notais à 2h30 du matin. Sans jamais les montrer à personne. À l'époque, je croyais que l'une d'entre elles pourrait impressionner papa. Peut-être que si je créais quelque chose d'utile ou d'intelligent. Il lèverait les yeux de son téléphone, et dirait, « Hein, c'est plutôt malin, gamin. » Cela ne s'était jamais produit. Mais, alors que j'étais assis sur le lit d'amis de Maggie Carter, à faire défiler les pages, j'ai remarqué quelque chose. Je n'avais plus besoin de l'impressionner. J'avais juste besoin de me sentir fier de moi-même. Alors, je me suis mis au travail. Les premières semaines ont été difficiles. J'avais économisé un peu d'argent grâce à mon travail à temps partiel à la maison. Mais cela n'allait pas durer. Maggie Carter a proposé de payer une partie de mes premières dépenses universitaires. Mais je ne voulais pas dépendre d'elle, à moins d'y être obligé. Je faisais des remplacements dans une quincaillerie, en travaillant dans la réserve. Et en tenant la caisse quand il y avait du monde. Ce n'était pas très prestigieux. Mais cela me procurait un revenu suffisant pour couvrir mes dépenses. Les soirs où je ne travaillais pas, je passais des heures sur YouTube. À regarder des tutoriels de codage, et des vidéos sur le monde des affaires. J'ai appris à développer des sites web simples, à gérer des bases de données. Et à concevoir des interfaces utilisateurs. Je ne savais pas encore quel était mon but précis, mais j'ai commencé à préparer ma boîte à outils. Chaque jour, je me fixais 4 objectifs, 2 choses à apprendre, 1 chose à construire. Et 1 chose à réfléchir. Cela m'a permis de garder les pieds sur terre, de me donner une structure. Et j'ai progressivement commencé à redevenir moi-même. Pas la version qu'ils avaient définie, mais celle qui avait toujours été là, silencieusement. Sous la surface. Pendant ce temps, les cours ont commencé. Ma nouvelle université n'était pas une école de premier plan. Mais elle disposait d'un solide programme d'ingénierie. Et de professeurs qui s'investissaient vraiment. J'ai fait profil bas au début, en essayant juste de suivre les cours, et d'éviter les ennuis. Cependant, des choses étranges ont commencé à se produire. Je me sentais constamment observé, et pas par des camarades qui essayaient de devenir mes amis. Ou quoi que ce soit de ce genre. Je restais toujours dans mon coin, mais cela venait des professeurs. Mon professeur d'introduction à l'ingénierie m'a approché après notre 2e examen. Et m'a demandé où j'avais appris à écrire du code comme ça. Je lui ai parlé des tutoriels, des nuits blanches à regarder des vidéos. Et à travailler sur des projets parallèles. Vous avez un instinct, a-t-il expliqué. Ne le gâchez pas. C'est resté gravé en moi. La semaine suivante, j'ai créé une application basique de budgétisation. Rien de spectaculaire, juste un outil pour aider les étudiants à suivre leurs dépenses. Je l'ai publiée sur un forum du campus, sans rien en attendre. En quelques jours, elle a dépassé les 300 téléchargements, suivi de 51,450 $. Quelqu'un m'a même envoyé un email, pour savoir si j'étais intéressé par un travail en freelance. J'ai accepté, avant même d'avoir pu me dissuader de le faire. Le travail en freelance m'a rapporté 750 $. Je m'en suis servi pour améliorer mon ordinateur portable. Acheter un tableau blanc pour le garage de Maggie Carter, qui était devenu, en pratique, mon petit bureau, et j'ai commencé à esquisser une nouvelle idée. Une idée que j'avais notée dans ces vieux carnets depuis des années. Un site web, où les étudiants pourraient partager leurs notes de cours, et leurs ressources d'études. Rien de très innovant. Mais je comprenais par expérience à quel point une telle ressource pouvait être utile. Quand on n'avait pas de système de soutien pour nous encourager. Je l'ai nommé StudyStack. J'ai travaillé dessus entre les cours, pendant mes gardes, et même toute la nuit. J'apportais mon ordinateur portable au café de l'université, je branchais mes écouteurs. Et je me perdais dans le codage. Maggie Carter a commencé à déposer des collations à la porte du garage.
comme si j'étais un moine dans un monastère technologique. Elle ne posait pas de questions sur ce que je construisais. Elle me laissait simplement construire. Je le lui ai présenté un soir, il y a probablement environ 10 semaines. Elle a fouillé dessus pendant quelques minutes, avant de lever les yeux et de dire « Ethan. C'est vraiment très cool en fait. » Cela signifiait bien plus que je ne pourrais l'exprimer. Maggie Carter n'était pas du genre à faire des compliments creux. Aux vacances d'hiver, j'avais publié une version bêta. Et je l'avais partagée avec quelques professeurs et étudiants. La réponse a été meilleure que je ne l'avais imaginé. Quelques professeurs ont même commencé à la recommander dans leur classe. Le trafic a considérablement augmenté. J'ai dû apprendre l'optimisation back-end, juste pour empêcher le site de planter. Pendant tout ce temps, mes parents ne m'ont plus jamais contacté, pas une seule fois. Ils ne m'ont pas demandé comment j'allais. Ils n'ont pas vérifié si j'avais trouvé une école. Ils ne m'ont pas félicité, quand mon application a atteint 12,000 utilisateurs. C'était comme si j'avais cessé d'exister dans leur monde. Et bizarrement, cela m'allait très bien. Car je remarquais quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Je n'étais pas un échec. Je n'avais pas gâché mon potentiel. J'étais simplement quelqu'un qui avait besoin d'espace pour grandir. Sans qu'on lui marche constamment dessus. Mais, même en me reconstruisant, et en commençant à trouver mon rythme. Il y avait des moments où tout me revenait en pleine figure. Par exemple, un soir, je suis tombé sur une vieille amie de la famille à l'épicerie. Elle m'a remarqué en train d'emballer les courses, m'a fait un sourire crispé, et a dit « Oh. Ethan, ta mère m'a dit que tu étais parti faire une introspection, ou quelque chose comme ça. » Je ne l'ai pas corrigé. À quoi bon? Mais cela m'a rappelé à quelle vitesse les gens croient la version de l'histoire qu'on leur raconte. Surtout quand la personne qui la raconte porte des perles, et peut pleurer sur commande. Néanmoins, j'ai continué à construire. À la fin du printemps, StudyStack comptait quelques milliers d'utilisateurs réguliers. Une petite source de revenus récurrents, et même une équipe de modérateurs communautaires. Composée d'étudiants bénévoles. J'ai commencé à collaborer avec un ami que j'avais rencontré sur un forum de codage, Caleb Wright. Un étudiant de 3e année de la côte ouest, avec un sens de l'humour sarcastique. Et un cerveau semblable à un processeur. Nous avons travaillé ensemble pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. Améliorer l'interface utilisateur, et rendre la plateforme plus adaptée aux mobiles. Nous gagnions peu d'argent, mais c'était le nôtre. Après une longue journée de débogage et de caféine, Caleb Wright m'a envoyé un SMS, « Mec. On pourrait développer ça à plus grande échelle. » J'ai regardé le message pendant un long moment. Ce mot, « développer », impliquait qu'il ne s'agissait plus seulement d'un projet de passionné. Mais que cela pouvait réellement devenir quelque chose d'important. Ça a allumé un feu en moi, et ce feu est devenu encore plus ardent quand, un jour de juin. J'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. « Salut, c'est Lily. » Rien que d'entendre son nom, ma poitrine s'est serrée. J'ai fixé l'écran, mon pouce planant au-dessus du bouton de suppression. Mais la curiosité a fini par l'emporter. J'ai entendu dire que tu travaillais sur une application. Maman a dit que ça faisait un peu le buzz. Je n'ai pas répondu. 6 minutes plus tard, écoute, je sais que les choses sont devenues bizarres. Mais on devrait parler. Tu es toujours mon frère. Toujours mon frère. Comme si elle ne m'avait pas embarrassé, devant 240 inconnus. Comme si elle n'avait pas passé des années à saper ma confiance. Avec un sourire venimeux et de faux compliments. J'ai laissé les messages en « lu ». Cette nuit-là, j'ai travaillé jusqu'à 4h45 du matin. Pour développer la prochaine phase de StudyStack. Il ne s'agissait pas de vengeance. Pas encore. Il ne s'agissait pas de leur prouver qu'ils avaient tort. Il s'agissait de me prouver à moi-même que j'avais raison. Mais au fond, je sentais que quelque chose était en train de changer. Un élan silencieux se préparait, et je savais qu'il finirait par vouloir revenir dans ma vie. Ils verraient mon nom dans des endroits inattendus. Ils entendraient des murmures de la part de personnes qu'ils impressionnaient autrefois.
Il me demanderait pourquoi mon cousin a parlé de moi lors d'un dîner de famille. Il me demanderait pourquoi je n'ai pas assisté à Thanksgiving. À ce moment-là, il ne s'agirait plus de pardon. Il s'agirait de pouvoir. Parce que, pour la première fois, je le détenais. Je n'ai jamais cherché à me venger. C'est la stricte vérité. Au début, tout ce que je voulais, c'était survivre. Et me prouver à moi-même que je n'étais pas celui qu'il disait. Mais, en cours de route, cette résolution silencieuse a commencé à se transformer en quelque chose de plus tranchant. Il n'y a pas de rage, pas d'amertume, seulement de la clarté. Le genre de clarté que l'on obtient quand on arrête d'attendre que quelqu'un nous en donne la permission. Et que l'on commence à construire sa propre porte. Au moment où l'été a cédé la place au début de l'automne, StudyStack n'était plus seulement un projet secondaire. C'était devenu une véritable plateforme. Des étudiants de plus de 60 campus s'étaient inscrits. Des professeurs m'envoyaient des emails pour me demander s'ils pouvaient l'intégrer à leur programme de cours. Caleb Wright et moi organisions des appels Zoom tard dans la nuit, pour parler de monétisation, de mise à l'échelle des API, et de présentation pour les investisseurs. Et au milieu de tout cela, je continuais à aller en cours. À tenir la caisse de la quincaillerie 4 soirs par semaine. Et à vivre dans la chambre d'amis de Maggie Carter. Cet automne-là, quelque chose d'important s'est produit. Un professeur du programme d'entrepreneuriat technologique, le Dr Helen Porter, m'a demandé de rester après les cours. J'ai cru que j'avais peut-être oublié de rendre un devoir, mais au lieu de cela, elle s'est penchée sur son bureau et a dit, « J'ai entendu parler de StudyStack. Et je veux vous présenter à quelqu'un. » 3 jours plus tard, j'étais assis en face d'un homme nommé Graham Holt. Un investisseur providentiel, spécialisé dans les technologies de l'éducation en phase de démarrage. Il portait un blazer sur un t-shirt, avait une voix rocailleuse, et écoutait plus qu'il ne parlait. Je lui ai montré le site. Je lui ai expliqué comment nous aidions les étudiants à mutualiser leurs notes de cours. Et j'ai même affiché nos analyses d'utilisation. Il n'a pas dit grand-chose pendant la présentation, il a juste hoché la tête et pris quelques notes. Puis finalement, il a dit, « Vous avez construit cela sans aucun financement. Juste avec de la sueur et un manque de sommeil. » Il a souri. Gardez cet état d'esprit combatif, mais j'aimerais vous aider à passer à l'échelle supérieure. 17 jours plus tard, j'ai signé un accord. Pas énorme, mais suffisant pour embaucher un vrai développeur pour aider Caleb Wright. Suffisant pour couvrir mes frais de subsistance, afin que je puisse quitter la quincaillerie. Suffisant pour commencer à planifier le développement d'une application mobile. Et surtout, suffisant pour rendre une chose très, très claire. Je n'étais plus seulement le gamin qui était parti. Je construisais quelque chose de réel, quelque chose qui m'appartenait. Maggie Carter a été la première personne à qui je l'ai dit. Elle m'a serré si fort dans ses bras, que j'ai cru que mes côtes allaient se briser. Ensuite, elle a sorti une bouteille de champagne poussiéreuse. Elle a dit qu'elle la gardait depuis son divorce, en attendant une vraie raison de l'ouvrir. Elle m'a dit, et ça, c'est une vraie raison. Quelques soirs plus tard, alors que nous débarrassions la table après le dîner, elle m'a demandé doucement, alors, est-ce que tu vas le leur dire? Je n'ai pas répondu tout de suite, mais j'y ai beaucoup réfléchi. Il ne m'avait pas contacté depuis des mois. Le dernier SMS de Lily était toujours non lu. Papa n'avait pas appelé. Maman n'avait pas envoyé d'autres lettres. C'était comme s'il faisait semblant que je n'existais pas, jusqu'à ce que, bien sûr, quelqu'un de leur entourage mentionne avoir vu mon nom dans un article sur les startups étudiantes émergentes. Ou peut-être qu'ils ont entendu quelqu'un à l'église parler d'un jeune de la région qui développait une application qui décollait vraiment. Quoi qu'il en soit, cela a finalement brisé le silence, car fin octobre, j'ai reçu une demande d'amis sur Facebook de la part de papa, suivie d'un message. J'ai vu quelque chose sur ton petit projet. Nous sommes impressionnés. Il faut qu'on se voie. Ton petit projet. J'ai regardé le message pendant un long moment. La façon dont il minimisait tout. La façon dont il effaçait le passé,
comme si rien ne s'était passé. Comme si le commentaire sur mon potentiel gâché s'était simplement envolé avec le vent. Comme si le snobisme de la remise des diplômes, le discours du mariage. Et les mois de silence n'avaient plus d'importance, parce que maintenant, je faisais quelque chose d'utile. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai fait une capture d'écran, et je l'ai envoyée à Maggie Carter avec une seule phrase. Il se réveille. Mais je n'étais pas prêt. Pas encore. Voyez-vous, je ne voulais pas seulement qu'il me voie. Je voulais qu'il comprenne. Et pour cela, j'avais besoin d'attendre, d'observer, et de planifier. L'opportunité s'est présentée plus tôt que je ne l'espérais. En novembre, j'ai été invité à prendre la parole lors d'une conférence régionale sur l'éducation. Il s'agissait principalement de petites universités, d'entrepreneurs en technologie de l'éducation et d'investisseurs à la recherche du prochain Duolingo. Mais c'était une affaire énorme pour quelqu'un de mon âge. Ils ont même proposé de payer ma chambre d'hôtel et mes frais de déplacement. Quand j'en ai parlé à Caleb Wright, il a failli exploser. « Mec, tu vas monter sur scène. » J'ai appelé le docteur Hélène Porter. Elle m'a aidé à préparer mon discours. Caleb Wright a construit une vraie démo que je pourrais présenter. Et Maggie Carter m'a acheté un nouveau costume, sans poser de questions. Je me tenais en coulisses, le cœur battant à tout rompre. En regardant le présentateur avant moi terminer. Mon nom est apparu sur l'écran en lettres grasses, Ethan Carter, fondateur de StudyStack. Bâtir une communauté universitaire à partir de zéro. Et quand je me suis avancé là-bas, je ne pensais ni à Lily, ni à papa. Ni au sac de lunettes de soleil bon marché que j'avais reçu le jour de ma remise de diplôme. Je pensais au chemin parcouru, et à la façon dont j'avais réussi, sans applaudissements. Et sans éloges. Sans eux. La conférence s'est mieux passée que je ne l'espérais. Je suis resté honnête, j'ai parlé du pouvoir des laissés pour compte. De la façon dont les étudiants, sans aucun système de soutien, trouvaient quand même le moyen de partager leurs connaissances, de bâtir une communauté et de s'entraider pour survivre. J'ai même plaisanté sur le fait de vivre dans un garage. Le public a adoré. Par la suite, un journaliste d'un site d'information sur l'éducation m'a interviewé. Le lendemain matin, le gros titre disait « De mouton noir de la famille à étudiants innovateurs ». Comment Ethan Carter a créé StudyStack dans un garage. Cet article, il a fait le tour du web. Il a été retweeté par des professeurs, des groupes d'anciens élèves. Et même par quelques petites pages de Capital Risque. J'ai reçu 5 demandes d'intervention en une semaine, et un email d'un éditeur. Me demandant si j'avais déjà envisagé d'écrire un livre sur mon parcours. Mais le vrai moment est arrivé le lendemain de Thanksgiving. Maggie Carter et moi mangions des restes devant la télé, quand son téléphone a vibré. Elle l'a pris, a lu quelque chose, et a eu un sourire en coin. « Eh bien, je crois que ta mère a enfin lu l'article. »« Comment tu le sais ?» Elle a identifié la moitié de la famille élargie, et a écrit. « Tellement fier de notre Ethan. Il a toujours été un tel fonceur. » J'ai cligné des yeux. « Quoi ?» Elle a même mis un emoji clin d'œil. J'ai pris le téléphone, et j'ai fixé la publication. C'était bien réel. Ma mère, qui ne m'avait pas adressé la parole depuis près d'1 an, me revendiquait maintenant publiquement, comme son fils brillant et résilient. Il y avait déjà des commentaires. Tante Rebecca Collins, waouh. Je n'avais aucune idée qu'il réussissait si bien. Tu dois être si fier. Sloan Parker, attendez, c'est votre Ethan? Incroyable. Et puis Lily a commenté. C'est mon frère. J'ai toujours su qu'il ferait quelque chose d'incroyable. Je ne sais pas ce qui a cédé en premier, de ma patience ou de ma maîtrise de moi, parce que soudain, j'ai tout vu tel que c'était réellement. Ils n'étaient pas seulement fiers. Ils étaient en train de réécrire l'histoire. Ils s'appropriaient mon histoire, comme s'ils en avaient fait partie. Et comme s'ils ne m'avaient pas chassé de la maison, à coups de blagues, de silence, et de cruauté. Comme s'ils m'avaient soutenu depuis le début. J'ai fermé la publication.
Je n'ai pas commenté. Je n'ai envoyé de message à personne. À la place, j'ai ouvert un document. Je l'ai intitulé « Phase 0, la réécriture ». S'il voulait revenir dans ma vie maintenant, j'allais m'assurer qu'il comprenne ce que cela signifiait réellement. Pas seulement des poignées de main et des cartes de vœux, pas seulement une fausse fierté. Et de l'influence sur Facebook. Non, ça allait se faire selon mes propres termes. D'abord, j'ai contacté les organisateurs de la conférence du mois précédent. J'ai proposé de faire un webinaire de suivi pour les lycéens. En particulier ceux issus de milieux défavorisés, ou de contextes familiaux difficiles. Je l'ai appelé « Le succès malgré tout ». J'ai raconté ma véritable histoire, en omettant les noms, mais en affinant les détails. J'ai parlé de la nuit où j'ai quitté la maison, du gâteau à moitié mangé. De la blague de la remise des diplômes, et du sentiment de voir tous les autres être célébrés. Pendant que je disparaissais. Ça a touché une corde sensible. Les emails ont commencé à affluer. Des étudiants, des professeurs, des parents. Et des personnes qui se reconnaissaient dans les marges de mon histoire. Je n'étais plus seulement en train de créer une application. Je devenais une voix. Caleb Wright et moi avons parlé d'élargir la plateforme, d'offrir des bourses. De créer un réseau de mentorat, et tout au long de ce processus, je gardais un œil sur ma famille. Lily a commencé à m'identifier sur d'anciennes photos, des pièces de théâtre scolaires. Des vacances, et des anniversaires, avec des légendes telles que tant de souvenirs. Fier de qui tu es. Papa a mis à jour son profil LinkedIn, pour mentionner qu'il était père de 2 enfants. Dont le jeune entrepreneur technologique prometteur, Ethan Carter. Maman m'a envoyé un long email, intitulé « Pouvons-nous parler ?» Pas d'excuses. Juste une liste de raisons pour lesquelles elle ne comprenait pas pourquoi j'étais parti. Des phrases comme « Nous avons toujours fait de notre mieux » et « J'aurais aimé que tu nous dises ce que tu ressentais. » Mais, c'est bien là le problème. Je le leur avais dit des dizaines de fois, d'une centaine de manières discrètes. Ils n'avaient tout simplement jamais écouté. Maintenant, ils voulaient en faire partie. Et, je n'allais pas leur claquer la porte au nez. Non, j'allais l'ouvrir, et les forcer à tout voir. La douleur, la négligence. Et la façon dont ils ne me contactaient que lorsque j'avais quelque chose qu'ils désiraient. Mais pas encore. D'abord, j'avais besoin d'une dernière chose. D'une scène assez grande, pour qu'ils ne puissent pas détourner le regard. D'un projecteur si puissant, qu'ils seraient obligés de me voir. Non plus comme le fils silencieux et invisible, qu'ils avaient autrefois ignoré. Mais comme l'homme que j'étais devenu, en dépit d'eux. Et je savais exactement par où commencer. Au moment où l'hiver a laissé place à la fin du printemps, j'avais tout ce dont j'avais besoin. StudiStack avait franchi la barre des 120,000 utilisateurs. Nous avions intégré des professeurs de plus de 180 universités. Caleb Wright et moi nous étions officiellement constitués en société. Nous ne gagnions pas encore des millions, mais nous étions stables, financièrement autonomes. Et respectés dans notre domaine. Nous avions une équipe de développement, 2 modérateurs à temps partiel. Et même un consultant en relations publiques, pour nous aider à gérer toute cette nouvelle attention médiatique. Je n'étais plus le mouton noir. J'étais Ethan Carter, cofondateur, conférencier, mentor. Et le gamin qui avait construit une plateforme éducative depuis le garage de sa tante. Après que sa famille l'avait rayé de la carte. Et maintenant, il voulait revenir. Après l'email de maman, je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais besoin de temps, non pas pour réfléchir, mais pour terminer ma planification. Parce que la particularité de la vengeance, celle qui ne crie pas et ne donne pas de coups de poing, c'est qu'elle requiert de la précision. On ne se contente pas d'exploser. On attend qu'il vous ait complètement sous-estimé. Qu'il pense que vous êtes passé à autre chose, et qu'il commence à se vanter de vous. Auprès des mêmes personnes qui se souviennent de la façon dont il parlait de vous dans votre dos. Et à ce moment-là, on leur donne la vérité publiquement, calmement, et de manière indéniable. L'opportunité s'est présentée, sous la forme d'une conférence TEDx. L'un de mes professeurs,
qui avait vu mon webinaire sur « Le succès malgré tout » m'a nominé pour l'événement. Le thème de cette année-là était « Les origines ». C'était très à propos. Les organisateurs m'ont contacté, m'ont évalué, et m'ont donné le feu vert. J'avais 12 minutes sur scène. 12 minutes pour raconter mon histoire devant une foule de plusieurs centaines de personnes. Et dans une diffusion en direct, qui en atteindrait des dizaines de milliers. Alors, j'ai écrit un discours, je l'ai réécrit, et je l'ai aiguisé comme une lame. Pas de nom, pas d'accusation directe, juste la vérité exposée comme les pièces d'un puzzle. Que seuls les coupables pourraient reconnaître. Le jour venu, j'ai porté le même costume bleu marine que j'avais mis au mariage de Lily. Celui dans lequel je me tenais, pendant qu'elle se moquait de moi depuis la scène. Maggie Carter était au premier rang. Caleb Wright regardait en ligne, depuis son appartement dans l'Oregon. Et quelque part, parce que je m'en étais assuré, mes parents regardaient aussi. Je leur avais envoyé des passes VIP, des invitations manuscrites. Et une lettre polie et professionnelle, sur le papier à en-tête officiel de StudiStack. Je prendrai la parole à TEDx ce samedi. J'ai pensé que vous voudriez y être. J'ai même inclus une ligne qui disait « Puisque je sais que vous avez dit aux gens à quel point vous êtes fiers. » Je me suis dit que vous voudriez peut-être le voir en direct. Aucune méchanceté, aucune menace, juste un appât. Et ils ont mordu à l'hameçon. Ils sont venus. Je les ai vus, quand je suis monté sur scène. Au 4e rang. Papa dans une veste de sport? Qui avait encore le fil de l'étiquette de prix qui pendait de la manche? Maman avec les mains fermement serrées sur ses genoux. Lily n'était pas là. Ou si elle y était, elle n'était pas assez près pour que je la voie. Cela m'allait très bien. Les lumières se sont tamisées. Les applaudissements se sont tus. Je me suis avancé, et j'ai commencé. J'ai commencé par la nuit de ma remise de diplôme. Comment j'ai reçu un sac de lunettes de soleil bon marché, et une blague sur mon potentiel gâché. Comment ma sœur a reçu en cadeau une voiture, une fête, et un discours élogieux. Comment cette nuit-là, j'ai préparé un sac, et j'ai pris seul un train, après minuit. J'ai décrit ce que l'on ressentait, en réalisant que l'on avait été invisible dans sa propre maison. De voir ses réussites ignorées, et ses étapes importantes rejetées. J'ai parlé lentement, clairement, sans jamais élever la voix une seule fois. Puis, j'ai changé de sujet. J'ai parlé de la reconstruction, de Maggie Carter, bien que je n'ai jamais utilisé son nom. Du sanctuaire paisible d'un garage transformé en bureau. De ce que signifie de trouver sa propre valeur, sans chercher la validation des autres. J'ai parlé du nombre d'étudiants qui existent comme moi, talentueux, motivés, mais invisibles. Et de la façon dont j'ai construit StudiStack, non pas en dépit de mes origines, mais grâce à elle. Et pour finir, j'ai conclu par ceci, les personnes qui ont cru en moi pouvaient se compter sur les doigts de 2 mains. Mais cela a suffi. Car ce que j'ai appris à mes dépens, c'est que parfois, les gens qui vous brisent le font si lentement, que vous ne réalisez même pas que vous saignez. Jusqu'à ce que vous quittiez la pièce. Et que le silence vous fasse l'effet d'une bouffée d'oxygène. Alors, si vous avez déjà été la risée des personnes qui auraient dû vous applaudir. Si quelqu'un qui n'a jamais vu votre valeur, vous a déjà dit que vous étiez un gâchis de potentiel. Je veux que vous sachiez que leur approbation n'est pas le vrai prix à gagner. C'est vous? Le prix. Et la réussite la plus satisfaisante n'est pas celle où ils vous acclament. C'est celle où ils doivent s'asseoir dans le public. Pendant que vous racontez la vérité. Il y a eu un instant de silence, puis des applaudissements, et enfin une ovation debout. Je n'ai pas regardé mes parents pendant le discours, mais quand je suis descendu de scène. J'ai jeté un coup d'œil dans leur direction. Maman était pâle, figée, les mains toujours croisées, mais maintenant avec les jointures blanches. Papa était penché en arrière, l'expression illisible. Comme quelqu'un qui essaie de décider s'il doit être en colère ou impressionné. Je ne leur ai pas laissé l'occasion de m'approcher. Maggie Carter et moi nous sommes éclipsés par la porte de côté, et nous sommes allés sur le parking. Elle n'a rien dit au début, elle m'a juste tendu une bouteille d'eau,
et m'a serré l'épaule. Finalement, elle a dit, c'était magnifique, gamin. J'ai hoché la tête. Tu crois qu'ils ont compris le message? Elle a souri. Oh, ils l'ont compris. Mais les véritables retombées sont arrivées. Dans les jours qui ont suivi la mise en ligne de la vidéo TEDx sur YouTube. En 16 jours, elle avait accumulé plus de 780,000 vues. Les commentaires affluaient, des histoires, des remerciements. Des gens partageaient leurs propres expériences, sur le fait d'avoir été ignorés, rejetés, sous-estimés. J'ai commencé à recevoir des demandes pour intervenir dans des lycées, des sommets d'entreprise sur le leadership, et même à un événement à but non lucratif, axé sur l'éloignement parental. La base d'utilisateurs de StudyStack a doublé en 6 semaines. Nous avons été présentés dans un podcast technologique, qui nous a qualifiés de start-up éducative la plus discrètement révolutionnaire de l'année. Et puis, les messages privés de la famille ont commencé à arriver. Tante Rebecca Collins m'a envoyé un email, je n'avais aucune idée que c'était si terrible. Ethan. Je suis tellement désolé que nous ne l'ayons pas vu. Ton discours m'a fait pleurer. Ma cousine Sloan Parker m'a envoyé un message sur Instagram. Maman a dit à tout le monde que ton discours TED avait donné une mauvaise image de ton père. Mais je l'ai regardé. Tu ne lui as pas donné une mauvaise image. Il l'a fait tout seul. Ensuite, il y a eu le message dans la discussion de groupe. Lily? Alors je suppose que tu es célèbre maintenant. C'est plutôt malsain d'avoir déballé nos drames familiaux sur Internet. Je n'ai pas répondu. Ensuite, maman a de nouveau envoyé un email. Cette fois, c'était différent. Pas d'excuses, pas de réécriture de l'histoire, juste ceci. Je l'ai regardé. En entier. Je suis désolé pour tout. Nous avons échoué avec toi. Je comprends maintenant pourquoi tu es parti. Si jamais tu veux parler. Je suis là. Sinon, je comprends. Je comprends vraiment. Je l'ai fixé pendant un long moment. Et puis je l'ai archivé, non pas parce que je ne la croyais pas, mais parce que cela ne changeait rien. Parfois, le pardon n'est pas une porte que l'on ouvre. C'est un poids que l'on dépose, avant de s'éloigner. Je n'avais pas besoin d'excuses pour aller de l'avant. J'étais déjà parti loin devant. Maggie Carter m'a aidé à acheter mon premier appartement, à la fin de cet été-là. Juste un petit endroit, avec la lumière du soleil qui traverse les fenêtres de la cuisine. Et assez d'espace pour un deuxième écran. Caleb Wright a pris l'avion pour venir me rendre visite. Et nous avons tracé la prochaine phase de StudyStack sur un tableau blanc. Autour de tacos et de bières bon marché. La vie a continué, de mieux en mieux, et plus librement. Et quand les gens me demandaient d'où je venais, je leur disais la vérité. Je venais du silence, des blagues à mes dépens. Du fait d'avoir été invisible à ma propre remise de diplôme. Mais j'ai transformé ce silence en carburant, ces blagues en clarté. Et cette invisibilité en quelque chose qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Et à la fin, quand ils ont finalement été forcés de me voir. Non pas la version qu'ils avaient inventée, mais la personne que j'étais réellement. Ils n'ont pas pu détourner le regard. C'était ça, la vengeance. Pas une bagarre, pas un cri, pas une destruction publique, ni une confrontation dramatique. Juste le fait d'être indéniable. C'est comme ça qu'on gagne. Et quant à eux, ils peuvent continuer à raconter la version de l'histoire qui les aide à dormir. Moi, je continuerai à vivre celle qu'ils n'ont jamais vue venir. J'étais la déception, jusqu'à ce que j'arrête de demander leur approbation, pour devenir